Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire co-organisé entre Notaris-sur-Bas et Inafon, dont le sujet du jour est l'information des acquéreurs des locataires, dispositif dénommé IAL, et pour lesquels on va aborder les dernières évolutions prévues, notamment celle du 1er janvier 2025. Je suis Laurence Rondeau-Estine, directeur du service urbanisme de Notaris-sur-Bas, et c'est avec grand plaisir que je vais vous exposer ces dernières évolutions. Alors, on va faire un bref récapitulatif du dispositif de l'information des acquéreurs locataires. Donc, quelques généralités d'usage, puisque ça n'a rien de nouveau, j'imagine, pour vous. Mais ça fait pas de mal de revoir un peu ces classiques. On va ensuite aborder le thème de la prévention des risques, et notamment de la lutte contre l'intensification du risque d'incendie. Qui a évolué, notamment avec la loi du 10 juillet 2023, et qui amène son lot d'impact, notamment en matière de pratiques notariales, mais également en matière d'information des acquéreurs locataires. Et dans un dernier point, on va regarder en détail quelle est l'évolution qui est prévue au 1er janvier 2025, notamment en matière d'information à prendre en compte dans les états des risques et pollution. Alors, concernant le dispositif d'information des acquéreurs locataires, qu'on va appeler IAL ici, qui est le terme communément accepté, c'est codifié à l'article L125.5 à 7 dans le Code de l'environnement. Et ce dispositif impose pour les propriétaires vendeurs ou les bailleurs de biens immobiliers situés dans des communes qui sont soumis à des risques naturels, miniers et technologiques, d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Alors, c'était traditionnellement un niveau d'information qui était annexé aux actes de vente, mais depuis le 1er janvier 2023, et notamment avec les incidences de la loi climat et résilience, l'état des risques doit présenter la première visite d'un bien immobilier si une telle visite a lieu, et conséquemment, en fonction du type de vente, le RP doit être présenté dans les meilleurs délais. Donc c'est l'état des risques, donc qui est une traduction finalement du dispositif de l'IAL, est une composante du dossier de diagnostic technique, donc avec les autres diagnostics classiques. L'état des risques doit informer l'acquéreur locataire de l'exposition du bien immobilier qui est visé par le contrat, de son éventuelle exposition à un plan de prévention des risques naturels, miniers ou technologiques, de son exposition au potentiel radon, donc notamment le potentiel radon de niveau 3, au niveau de sismicité auquel est soumis la commune, qui va de 1 à 5, sachant qu'il y a une obligation d'information à partir du niveau 2, de la situation du bien immobilier vis-à-vis de la pollution des sols, notamment des secteurs d'information sur les sols. L'état des risques doit également faire état des sinistres indemnisés par la compagnie d'assurance du propriétaire suite à l'apparition d'un arrêté de catastrophe naturelle. Et depuis le 1er janvier 2023, si le bien est exposé à un phénomène du recul du trait de côte, qui est un sujet assez d'actualité. Donc voilà, en bref rappel du dispositif de l'IAL. Cette formalité, cette obligation est effectuée au travers de l'élaboration d'un état des risques. Alors, on va regarder ensemble les apports de la loi de juillet 2023. Pour faire un point sur le contexte, je ne vous apprends rien. L'année 2022 a été particulièrement frappée par les aléas d'incendie. On a tous en tête ce qu'on appelle aujourd'hui les méga-feux qui ont ravagé la forêt des Landes durant l'été 2022.
Et donc au total, cette année, on comptabilise 72 000 hectares de brûlés. Bien entendu, le phénomène d'incendie, notamment ce qu'on va appeler les feux de forêt, vont concerner des régions chaudes et sèches, notamment soumis à un climat assez venteux, ce qui va favoriser l'apparition de ces fameux incendies et rendre difficile pour les services des pompiers de lutter contre ces feux du fait des conditions climatiques qui sont assez favorables à l'expansion de ce phénomène. On a une politique de prévention des risques qui existe depuis 1995. Les feux de forêt ont été intégrés dès la parution de la modification de cette politique de prévention des risques avec les plans de prévention des risques de feux de forêt, qui, outre des mesures de maîtrise de l'urbanisation dans les zones qui sont exposées ou potentiellement exposées à ce risque, prévoyait déjà depuis 1995 ce qu'on appelle une obligation légale de débroussaillement et de maintien en l'état débroussaillé, dénommé dans le jargon urbanistique l'OLD. Il y a eu un rapport du Sénat qui a été fait le 3 août 2022 et qui pointe du doigt le manque d'efficacité de cette politique, puisqu'en matière d'obligation légale de débroussaillement, on constate, enfin le législateur constate que seulement 30% de ces obligations sont réalisées par les propriétaires concernés, ce qui n'est pas satisfaisant. De ce fait, la loi du 10 juillet 2023 part du constat que, en matière de prévention des risques, les outils sont déjà existants. Hein, le plan de prévention des risques, quand même, une servitude d'utilité publique qui offre tout un panel d'outils au service de l'État dans le département, donc en préfecture et via leur application avec les communes, pour maîtriser l'urbanisation et éviter que des enjeux, c'est-à-dire des biens et des personnes, viennent construire des biens immobiliers dans des zones qui seraient trop exposées ou du moins la maîtrise de l'aléa est économiquement non soutenable. Donc ils ont, partant de ce constat, décidé en fait de tout simplement renforcer le niveau d'information, notamment dans le cadre des ventes des terrains concernés, si vous voulez, en rendant obligatoire l'information auprès des acquéreurs ou des locataires, mais je pense que ça touche plus particulièrement les acquéreurs, les informant qui sont soumis à une obligation légale de débroussaillement et qui doivent maintenir en l'état débroussaillé les terrains concernés. Alors, comme je l'évoquais, il y a une certaine cohabitation entre les différents niveaux de réglementation. On a un document maître qui reste le plan de prévention des risques d'incendie de forêt, hein, qui, comme je le disais, dispose de tous les outils pour prévenir de ce risque et éviter l'exposition de biens et des personnes. Va s'en suivre donc l'obligation légale de débroussaillement, qui est une composante des plans de prévention des risques d'incendie de forêt, et également, ce qui est une nouveauté avec cette loi, l'élaboration de zones de danger. Donc concrètement, un bien immobilier, s'il est identifié comme étant exposé au risque incendie de forêt par un plan de prévention des risques, il devra respecter les prescriptions de ce PPR et également informer d'éventuelles parties à l'acte dans le cadre d'une vente. Bien entendu, il y a des obligations légales de débroussaillement et les zones de danger viendront en dernier lieu pour les secteurs qui ont été identifiés comme étant exposés mais qui ne sont pas soumis à un plan de prévention des risques. Donc ça permet, si vous voulez, de recouper avec un niveau d'information supplémentaire et de lutter le plus efficacement possible contre les incendies de forêt. Sachant que, bien entendu, tout terrain qui n'est pas débroussaillé, qui n'est pas entretenu, présente un combustible certain pour les incendies qui ont cours. Alors, outre ce niveau d'information, donc on sort un peu du cadre de la prévention des risques, mais on est sur un sujet, une discipline connexe qui va être plus liée à la maîtrise du foncier et à l'urbanisme. La loi du 10 juillet prévoit également l'instauration et au bénéfice des collectivités concernées, la possibilité de préempter les terrains sous le dispositif du droit de préemption de feu de forêt.
Donc encore une fois, comme je l'expliquais, le but c'est pour les communes qui sont concernées et éviter la propagation de ces fameux incendies, c'est d'acquérir dans le cadre d'une vente en priorité des terrains qui seraient potentiellement source de combustible pour les incendies de forêt et permettre leur entretien aux frais de la collectivité. Ce droit de préemption s'applique dans des conditions assez limitatives. Il faut que la parcelle qui est visée par l'acte de vente soit classée en nature de bois et forêt, qu'elle ne soit pas soumise à un régime de gestion durable, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de plan d'entretien annuel ou pluriannuel concernant cette parcelle. Et le terrain doit être situé dans un massif forestier qui est compris dans le périmètre d'un plan départemental ou interdépartemental de protection des forêts contre l'incendie. Donc qui est un plan à l'origine élaboré par les préfectures, notamment pour lutter contre les incendies. Ça passe par des pistes d'accès pour les engins de lutte contre l'incendie qu'on peut voir dans la forêt des Landes, à effectivement des mesures plus coercitives comme l'entretien de fait de certaines parcelles qui ne sont pas entretenues. À savoir que tous les départements de France ne sont pas listés dans les arrêtés qui vont entre guillemets rendre possible l'application de ce fameux droit de préemption. Vous avez notamment la région Hauts-de-France et Grand Est, qui sont pas connus pour leur forêt, du moins pour un climat favorable aux incendies de forêt, ne sont pas concernés, sont exemptés par cette possibilité donnée aux communes de préempter les terrains concernés. Alors, en dernier lieu, on va parler donc du coup de l'incidence de cette fameuse loi sur l'état des risques. Donc, à savoir que le Code de l'environnement, notamment l'article L125.5, a déjà été modifié. La version applicable au 1er janvier 2023 est déjà disponible et fait état comme je vous le disais, d'une obligation d'information des acquéreurs locataires sur une éventuelle obligation légale de débroussaillement. Alors, encore une fois, je l'ai évoqué, la prévention du risque d'incendie de forêt, ce n'est pas quelque chose de nouveau, on en fait depuis 1995, et la rédaction actuelle, on peut dire après le 1er janvier antérieur, prévoyait déjà un niveau d'obligation en matière d'information sur les plans de prévention des risques, qu'ils soient naturels, miniers ou technologiques. Les plans de prévention de risques d'incendie de forêt contiennent déjà des prescriptions en matière d'OLD, mais le législateur a décidé, comme je l'évoquais, de rajouter un niveau d'information supplémentaire afin d'augmenter, de shunter, si vous voulez, les résultats en matière de débroussaillement, parce que 30% c'est trop faible. L'idée c'est d'augmenter ce score en passant par l'obligation d'IAL et notamment l'état des risques. Donc, on a une version de l'article 525.5 qui est déjà disponible et qui fait état de cette obligation d'IAL, donc en gros une nouvelle ligne dans l'état des risques pour indiquer à l'acquéreur ou au locataire si le terrain objet de l'acte de vente ou du bail est soumis à cette obligation de débroussaillement. D'autre part, le texte mentionne l'insertion dans le dossier d'état des risques d'une nouvelle fiche d'information sur qu'est-ce que l'OLD, comment la réaliser, comment lutter efficacement contre le risque de propagation des incendies de forêt. Donc c'est, on va dire, dans la même lignée que les fiches d'information qui ont été rajoutées au 1er janvier 2023, c'est-à-dire la fiche d'information sur le radon et la fiche d'information sur la sismicité. Donc c'est portée éducative et encore une fois l'idée est par ce biais d'essayer d'augmenter les résultats en matière de débroussaillement. Le texte prévoit que, en cas de non-respect des dispositions prévues, les propriétaires peuvent être sanctionnés à une amende qui peut s'élever jusqu'à 50 € par mètre carré.
Donc voilà pour les évolutions prévues au 1er janvier 2025. Il n'y a pas plus à en dire de mon côté. Donc ce que je peux dire en conclusion, c'est de soyez prêts, n'attendez pas la parution du formulaire officiel provenant de la Direction générale de la prévention des risques, le fameux formulaire rosé rouge. Prenez les devants. Si vous instrumentez des actes de vente dans les secteurs qui sont traditionnellement exposés, prenez la peine. Encore une fois, si vous réalisez vous-même vos états des risques, de vous informer sur une potentielle existence de cette fameuse obligation légale de débroussaillement. Alors, s'assurer, est-ce qu'il y a un plan de prévention des risques d'incendie de forêt qui est opposable sur la commune où se situe le bien immobilier. Deuxièmement, de vérifier dans le règlement de ce plan de prévention des risques s'il prévoit des prescriptions concernant l'obligation légale de débroussaillement. Dans un troisième temps, si il n'y a pas de plan de prévention des risques, de vérifier s'il y a des zones de danger qui ont été identifiées par les services de l'État. Donc, à savoir que ces fameuses zones de danger seront publiées sur le site georisque.gouv. Donc, ce sont ces cartographies, en dehors d'un PPRIF, qui feront foi et qui déclencheront l'obligation d'information. Donc, soyez bien vigilants. Attention, encore une fois, avec les informations qui sont publiées par les services de l'État. Par expérience, il est fort à parier. Je sais qu'il y a quelques cartes qui sont sorties, mais je ne suis pas certain que tous les territoires couverts feront l'objet d'une cartographie. Et dans le cas échéant, vous faites appel à un prestataire pour l'élaboration de vos états des risques, eh bien, c'est de bien vous assurer que les formulaires qui vous sont joints par vos prestataires prennent bien en compte cette évolution du dispositif de l'IL au 1er janvier 2025. Donc voilà, en somme, pour ces évolutions à prévoir. Si vous avez la moindre question à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'y répondrai autant que faire se peut. Et puis, le cas échéant, n'hésitez pas à prendre contact avec nos services si vous avez besoin d'accompagnement ou de plus amples informations. On y répondra avec grand plaisir. Donc, si vous avez des questions, c'est à vous, n'hésitez pas. Alors, question de Estelle M. Bonjour, d'après une de mes collaboratrices, le RP notariste ne contiendrait pas tout le temps l'IL de la commune, mais parfois seulement l'IL du département. Alors, c'est une question pertinente et tout à fait classique. Alors déjà, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2023, encore une fois avec la réforme de l'article de référence dans le Code de l'environnement, le représentant de l'État dans le département, c'est-à-dire le préfet, n'est plus tenu de fournir la liste des communes qui sont soumises à l'obligation d'IL, c'est-à-dire le fameux arrêté d'IL du département qui liste les communes qui y sont soumises. Deuxièmement, du fait de cette abrogation, du coup, le préfet n'est plus tenu également de prendre un arrêté à l'échelle de la commune et qui est relatif, lui, à l'élaboration de l'état des risques, c'est-à-dire quels sont les risques à prendre en compte dans l'élaboration de l'état des risques et quels sont les risques finalement applicables sur la commune. Donc ça, c'est le premier point, c'est-à-dire que ça a été abrogé depuis le 1er janvier 2025 et même avant, puisqu'on a toujours ces arrêtés qui peuvent exister, c'est en bon vouloir des préfets concernés de les éditer ou pas. Celui qui fait foi en matière d'état des risques, c'est celui qui est pris à l'échelle de la commune, mais c'est pas toujours le cas. Et à défaut, nous, on va fournir celui de l'IL. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, et c'est aussi quelque part, je pense, un des motifs de désengagement de l'État dans ces domaines, il était très compliqué pour les préfectures de tenir à jour ces fameux arrêtés, puisque il y a des publications de PPR tous les mois au recueil des actes administratifs, et il y a des évolutions assez constantes du dispositif de l'IL, et donc c'est très compliqué de tenir le rythme pour les préfets, notamment en matière de publication des arrêtés. Et donc nous, ça fait des années qu'on ne tient plus compte de ces arrêtés pour élaborer nos ERP. On se base sur nos recherches en interne, donc nos mises à jour, et également sur en fait finalement la bonne compréhension de l'article de référence, puisque c'est les seuls éléments finalement à prendre en compte dans l'élaboration d'un ERP.
Donc voilà le distinguo qu'il peut y avoir entre un arrêté d'IL au département ou un arrêté d'IL à la commune. Et de toute façon, avec le temps, il est fort à parier qu'ils disparaissent complètement du paysage, si vous voulez, de vos dossiers d'état des risques. Question suivante de Manon S. Bonjour, puis-je voir que la commune est concernée par un PPRIF? Alors, vous avez des sites des préfectures. Encore une fois, attention, il faut bien s'assurer qu'ils soient à jour, puisqu'on constate à l'échelle nationale qu'il y a beaucoup de préfectures qui sont en retard quant à la publication des documents de référence. Vous avez également le site Géorisque qui peut permettre, c'est un élément qui peut vous permettre de recouper vos sources d'informations. Nous, ce qui en ressort vis-à-vis des règles de droit et des autorités compétentes, la source d'information la plus fiable et la plus exhaustive, ça reste la consultation du recueil des actes administratifs, puisque les plans de prévention des risques sont soumis à une publicité réglementaire. La publication des arrêtés d'approbation, de révision, de prescription des plans de prévention des risques doit être publiée au recueil des actes administratifs, et donc ça reste la source d'information la plus sûre. Alors attention à ceci près que, étant donné que c'est une des premières mesures de publicité réglementaire, il se peut qu'il y ait un décalage entre la publication de l'arrêté d'approbation et la mise à disposition des documents de référence, c'est-à-dire le zonage réglementaire et le règlement du PPRIF. Donc voilà pour y répondre. Moi, de mon point de vue, le meilleur moyen de se tenir à jour, c'est de consulter les RA dès qu'ils sont disponibles et de suivre la publication des documents de référence. Vous avez également Géorisque qui peut être une autre source d'information. Attention à prendre encore une fois avec des pincettes, ils peuvent avoir du retard sur l'intégration de nouveaux documents sur les communes. Vous avez également une source d'information qui n'est pas négligeable, même si ce n'est pas l'autorité compétente qui sont les communes. Vous pouvez consulter par exemple les plans locaux d'urbanisme des communes, puisque le plan de prévention des risques est une servitude d'utilité publique qui doit être obligatoirement annexé au PLU ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. Donc vous avez ces éléments de source. Pour moi, le plus fiable, c'est le RAA, mais vous pouvez les recouper avec les sources que je vous ai mentionnées. Alors, sujet annexe de question d'Eugénie B. Concernant le trait de côte, nous avons remarqué qu'il n'est pas indiqué lorsque la commune est exposée si l'immeuble était dans la zone. Alors, tout dépend du prestataire que vous utilisez ou si vous le faites vous-même, mais le texte prévoit que pour un bien immobilier qui est exposé, alors je le dis avec des guillemets, puisque au jour d'aujourd'hui, il y a très peu de cartes qui ont été publiées par les communes qui font état du recul du trait de côte. C'est vraiment un dispositif qui est en cours d'élaboration, sachant que les communes ont 3 ans pour les élaborer. Mais l'état des risques doit mentionner la zone dans laquelle se situe le bien. Est-ce que c'est une zone exposée au recul trait de côte compris entre 0 et 30 ans ou entre 30 et 100 ans? Le texte, c'est-à-dire la version réglementaire du 125 est très clair à ce sujet. L'état des risques doit le mentionner. Il doit mentionner si le niveau de prescription qui est attaché à ces zones, notamment si le terrain peut être frappé d'un arrêté de démolition du maire et de la remise en état du terrain aux frais du propriétaire. Ça doit être mentionné dans l'état des risques, en tout cas dans les nôtres. Enfin, le texte est très clair à ce sujet, et dans les nôtres, c'est indiqué. Ceci étant dit, entre guillemets, puisqu'il y a très peu de cartes qui ont été publiées à ce jour, donc aujourd'hui, c'est des dispositions qui sont que très localement applicables. Donc voilà, je pense avoir répondu la plupart des questions. Alors, j'ai une question de Séverinaire. Bonjour, les anciens états, même en cours de validité au 1er janvier 2025, seront donc caducs et tout acte nécessitera ce nouvel état à compter du 1er janvier. Alors, c'est effectivement l'état des risques étant valable 6 mois. Nous, en ce qui nous concerne chez Notarisque, à partir du moment où le 1er janvier sera passé et que donc du coup cette disposition en matière d'obligation légale de débroussaillement, donc on va dire la mise à jour de l'état des risques, vous pourrez faire tout à fait vos mises à jour de manière gratuite via nos services. Donc c'est compris dans les prestations qu'on offre à nos clients.
Mais effectivement, c'est un point de vigilance à avoir, surtout si vous êtes dans des secteurs qui sont habituellement, qui subissent, on va dire habituellement des aléas de feux de forêt. Donc, comme je le disais, vous avez plusieurs sources d'informations qui vous permettent de savoir si si le bien immobilier objet de l'acte de vente est concerné. Maintenant, vous pouvez tout à fait prendre contact avec nos services, hein, clients ou pas clients chez nous. Il n'y a pas de problème. On vous donnera les informations qu'on a à notre disposition concernant cet OLD. Et dernier point qui peut vous donner de bonnes indications préalables, mais qui vont pas déterminer si des cartes vont sortir, si elles n'existent pas déjà, c'est le fameux arrêté qui liste les communes qui sont soumises à cette obligation. Donc c'est un arrêté ministériel dont j'ai mis les références dans le support de cette présentation. Ah oui, Séveriner. Donc, bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qu'est le document d'information prescrit par l'article S25 du Code de l'environnement, si ce document est présent dans tous vos ERP, ou sinon, quelle tarification choisir pour obtenir ce document dans vos services? Alors, ce document d'information, c'est relatif au secteur d'information sur les sols. Donc là, on bascule du côté des sites pollués. Donc, les secteurs d'information sur les sols, ce sont des terrains dont la connaissance de la pollution est avérée. Généralement, c'est qu'il y a eu un usage du terrain à destination industrielle. Donc, il y a eu de l'industrie. Les services de l'État sont sûrs que c'est pollué, et donc ça entraîne un certain nombre de formalités à effectuer pour notamment viser un changement de destination du terrain. Donc, grosso modo, vous avez un terrain qui a reçu une industrialisation. Ce terrain est actuellement en friche et sur certaines communes peut présenter une certaine attractivité foncière, notamment par exemple pour des promoteurs. Et l'idée de cette disposition du secteur d'information sur les sols, c'est en cas de dépôt d'un permis de construire qui va notamment viser un changement d'usage, c'est d'y annexer une étude de dépollution du sol qui va indiquer quelles sont les mesures qui permettent d'annihiler, si vous voulez, la pollution, ou, vu que c'est un sujet très compliqué, conclure est-ce que la destination projetée, notamment dans le dossier de permis de construire, est conforme et cohérente vis-à-vis de la pollution des sols. Si vous avez une pollution aux métaux extrêmement lourds, ou par exemple des anciens dépôts de munitions, comme on a pu le connaître sur le site d'AZF, qui a fait l'objet d'une catastrophe industrielle, l'étude ne va pas conclure favorablement en l'édification, par exemple, d'un établissement recevant du public de niveau 1 avec des enfants en bas âge. Voilà. Donc ce document d'information, si vous voulez, c'est une fiche d'information sur le secteur d'information, sur le terrain, c'est-à-dire les parcelles qui sont concernées, le type d'activité qu'il y a eu dessus, le type de polluant. Donc en fait, si vous voulez, c'est un peu une fiche d'identité de la pollution du terrain qui est élaborée par les services de l'État. Donc, dans nos dossiers, évidemment, c'est bien compris, puisqu'ils sont conformes à la réglementation, et vous obtiendrez cette fiche à chaque fois qu'un terrain qui fait l'objet de l'état des risques est classé en secteur d'information sur les sols. Donc, vous aurez tous les éléments à communiquer aux parties à l'acte si vous instrumentez un acte de vente pour un terrain qui est concerné. Il n'y a pas de surcoût complémentaire pour les études qui sont clientes chez nous. On offre des dossiers complets reprenant un certain nombre d'informations, l'exposition au nom à l'argile pour l'application de la loi Elan pour les terrains à bâtir, la liste des sites Basel-Basias, les ICPE, Casias, l'état des nuisances sonores aériennes. Donc, on complémente nos dossiers, donc ce qu'on appelle le dossier complet chez nous, et c'est toujours pour le même prix. Il n'y a pas de surfacturation ni d'offre en cascade. Voilà. Le cas échéant, si vous instrumentez un acte pour un terrain qui est classé en secteur d'information sur les sols et que vous n'êtes pas sûr de vous n'hésitez pas à prendre contact avec nos services. On répondra à vos interrogations du mieux qu'on pourra dans ce domaine. Alors, question de Caroline H. Bonjour, est-ce qu'un propriétaire est informé de son obligation de débroussailler quand son bien est concerné ? C'est l'objet. Si vous voulez, actuellement,
On va dire, dans l'état des risques, on va informer si le terrain est soumis à un plan de prévention des risques incendie de forêt. Donc, c'est un premier niveau d'information, mais qui nécessite effectivement d'aller regarder dans le règlement si ce règlement prévoit des obligations en matière de débroussaillement. Donc, comme je l'ai expliqué, les résultats de cette politique, alors en matière de maîtrise de l'urbanisation, sont très satisfaisants, mais en matière de résultats sur le débroussaillement, sont très insuffisants. C'est pour ça que la loi du 10 juillet prévoit que dans les états des risques, à partir du 1er janvier, le propriétaire devra obligatoirement, enfin le vendeur devra obligatoirement informer l'acquéreur de cette obligation. Donc, c'est tout l'objet de cette évolution de l'état des risques au 1er janvier. Question de Charles NC. Bonjour, où pouvons-nous trouver l'arrêté ministériel listant les communes concernées par l'OLD? Une petite recherche Google sur Légifrance, sur les sites des préfectures concernées. Normalement, le support va être diffusé sur nos réseaux ou par le biais d'Inafon. Mais le cas échéant, vous pouvez le trouver très facilement dans une recherche sur Google. Le cas échéant, si vous n'arrivez pas à le trouver, encore une fois, vous n'hésitez pas à prendre contact, on vous communiquera le lien par mail de l'arrêté en question. Voilà, donc on arrive au terme de ce webinaire. J'espère qu'il vous est apparu utile. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous exposer ces nouvelles évolutions. Et puis, je remercie encore une fois tous les participants et je vous remercie de votre attention. Et merci également à Inafon qui a co-organisé ce webinaire. Merci à tous et une très bonne fin de journée. Au revoir.